Amis de la poésie, bonsoir. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière que je vous propose. J'ai troqué mon habituel bureau pour une table de voyante, à laquelle il ne manque qu'une boule de cristal. Et bien présent, en revanche, un jeu de tarot, duquel je n'ai conservé que les arcades majeures. Pourquoi ce choix? Parce qu'il va être question du poète Gérard de Nerval, qui, entre autres choses, était passionné de mantique. La mantique est tout ce qui a rapport à la divination. Nécromancie, oniromancie, géomancie et en l'occurrence, cartomancie. Il va donc être question de tirer les cartes. Parce que, comme nous allons le voir, ce poème est fortement imprégné du tarot de Marseille. Nous allons donc un peu parler de l'auteur, ce bon vieux Gérard, de son rapport aux femmes, analyser le sens apparent du poème, pour enfin tirer les cartes et comprendre en quoi sa mort imminente était annoncée par le poème. Oui, je sais. Vous avez hâte de me voir tirer les cartes telle une ritana à l'entrée de sa roulotte? Patience. Né en 1808, Nerval est un pur enfant du romantisme. Dans le poème El Desdichado, il apparaît également comme précurseur du symbolisme, et même du surréalisme, tant la frontière entre rêve et réalité est fine dans ce sonnet. Gérard de Nerval, on le connaît notamment pour sa traduction du Faust de Goethe, et également pour ses Filles du Feu, recueil de nouvelles quelque peu mystiques qui se clôture par Les Chimères, un groupement de 12 sonnets parmi lesquels figure justement El Desdichado. Ce recueil des chimères est troublant. La langue y est claire, propre, pourtant le sens de chaque texte en est sibyllin, presque hermétique. Nerval était très attiré par tout ce qui était mystique, ésotérique, ou qui avait trait à la mantique. Et l'on retrouve cela dans son œuvre. Ce n'est donc pas le hasard si je vais me référer au tarot de Marseille pour décrypter ce poème. Nerval a perdu sa mère à l'âge de 2 ans, et cette absence maternelle, elle a hanté toute sa vie durant. Il avait une fascination, somme toute, très romantique pour la gente féminine, qui semble être une sorte de miroir de l'idéalisation maternelle. En 1837, il avait collaboré avec Alexandre Dumas sur une pièce de théâtre dont le premier rôle était tenu par Jenny Colomb. Nerval développe pour Jenny un amour qui vire à l'obsession, voyant en elle un idéal féminin. Bon, en réalité, Mademoiselle Colomb n'a jamais été intéressée par Nerval, mais la réalité n'était pas quelque chose sur laquelle Nerval aimait s'attarder. Fin 1840, 3 ans plus tard donc, il recroise Jenny Colomb, et 2 mois après, il sombre dans une folie telle qu'il doit être interné. En 1842, Mademoiselle Colomb meurt. Mais l'amour de Nerval pour celle-ci perdure, et le poète transpose cet idéal amoureux dans le personnage d'Aurélia, qu'on trouve dans la nouvelle Aurélia. Nouvelle qui parle d'un homme qui apprend la mort d'une femme qu'il avait déifiée. À la suite de cette nouvelle, il se persuade qu'il va bientôt mourir. Et déjà, apparaît le thème central de cette vidéo. Mais revenons à Gérard de Nerval, le fou d'amour. Depuis ce premier internement, en 1842, Nerval a enchaîné les crises de folie. Il vécut ainsi entre misère matérielle et détresse mentale jusqu'au 26 janvier 1855, où on le retrouva pendu au barreau d'une grille d'égout de la rue de la Vieille Lanterne, que Gustave Doré a sinistrement mis en image. C'est là la fin sombre d'une histoire sombre d'un homme à la vie bien sombre. D'ailleurs, son poème El Desdichado commence ainsi. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan, Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois, vainqueur, traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Avant de commencer à disséquer ce texte, il me faut vous parler du peintre Albrecht Dürer, ayant officié à la charnière entre le XVe et le XVIe siècle,
et notamment de deux de ses gravures. La première n'a que peu à voir avec le poème. Elle s'appelle « Le chevalier, la mort et le diable ». Rien n'y fait référence dans le texte. Elle me semble pourtant intimement liée, et s'imaginer El Desdichado, le chevalier déchu, ainsi, ne me semble pas déraisonnable. La deuxième gravure, en revanche, Mélancolia I, qui, pour certains historiens de l'art, est considérée appartenir à la même suite que celle du Cheval de la Mort, cette deuxième gravure est ouvertement appelée par Nerval, notamment au 4e vers, où son luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Cette gravure, tout comme celle du Cheval de la Mort d'ailleurs, est extrêmement riche et mériterait une longue analyse qui nous ferait sortir du cadre de cette vidéo. Retenons seulement que Nerval était fasciné par cette gravure et voyait dans celle-ci une image d'Aurélia, l'avatar de la défunte Jenny Colomb. Mais revenons-en à notre poème. Son premier titre était « Le destin ». Mais le destin annonce le sens caché du poème. Aussi, Nerval privilégia le sens apparent en renommant le sommet « El Desdichado ». Ce terme est emprunté à l'écrivain Walter Scott. Dans son roman Ivanhoe, un chevalier inconnu se présente au tournoi avec sur son écu cette devise « Desdichado » et pour emblème, un chêne déraciné. Il n'avait sur son bouclier d'autre armoirie qu'un jeune chêne déraciné, et sa devise était le mot espagnol « desdichado », c'est-à-dire « déshérité ». Bien sûr, dans le roman, le chevalier va triompher et retrouver ses droits, et le poème semble nous dire la même chose de Nerval, le cheminement de la perte et du désespoir à l'affirmation triomphante du moi. Nerval, à cause de la Révolution française, a été déshérité de son ascendance nobiliaire, ou en tout cas, il en est persuadé. Cette identification au chevalier mystérieux déshérité par le roi Jean sans Terre est donc pour lui parfaitement naturelle. Dans la version finale de ce poème, que l'auteur a remis à son éditeur, 5 mots étaient soulignés, que l'imprimeur a retranscrits par l'italique. Étoile, soleil noir, mélancolie et fleur. L'étoile, c'est manifestement Jenny Colomb, cette fleur qui plaisait tant à son cœur désolé. Mais cette fleur qui, si on la lie à la mélancolie, pourrait être une encolie. L'encolie symbolise la Sainte Vierge, et par extension, cette sainte que l'on retrouve au dernier vers. Mais dans le langage des fleurs, l'encolie, c'est le symbole de la folie. Folie que l'on relie aisément à ce soleil noir. Et le soleil est une étoile. Nerval nous propose ainsi une sorte de chiasme mystique, liant sa folie à son amour idéalisé. On me rétorquera peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux. Et effectivement, si Nerval n'avait pas souligné ces mots, jamais personne ne se serait lancé dans une exégèse aussi hasardeuse. Mais Nerval a sciemment souligné ces mots, comme pour les faire ressortir du poème, et leur attribuer un sens nouveau, hors du texte. Mais continuons, nous verrons que tout le poème est de cet acabit. Dès les premiers mots, le ton est donné. Je suis le ténébreux. On peut d'ailleurs y voir une allusion à Pluton, ou Hadès, le maître des enfers, qui reviendra au second tercet. On peut surtout y voir le diable, la lame 15 du tarot de Marseille. Le prince d'Aquitaine est une référence au prince noir, Édouard Plantagenet, déshérité suite à l'exécution de son père. Et cette tour abolie, c'est la maison Dieu, lame 16 du tarot de Marseille, représentant une tour foudroyée. Sa seule étoile, c'est, comme nous l'avons dit, l'actrice Jenny Colomb, morte il y a plus de 10 ans avant la rédaction de ce poème. Mais c'est aussi la 17e lame, qui s'appelle l'étoile. Et le luth constellé nous installe dans la certitude que nous avons affaire à un poète, le luth étant l'instrument du troubadour. Un poète empreint d'un sentiment divinatoire, le luth étant constellé. Le chevalier et son écu sont remplacés par le poète et son luth. Le soleil noir de la mélancolie est une référence explicite à la gravure de Dürer que nous avons vue plus tôt. C'est aussi un écho à la nouvelle Aurélia. Je croyais voir
un soleil noir dans le désert. Et à son voyage en Orient, le soleil noir de la mélancolie, qui verse des rayons obscurs sur le front de l'ange rêveur d'Alberte Dürer, se lève aussi parfois aux plaines lumineuses du Nil. Mais ce soleil, c'est aussi la 19e lame du tarot de Marseille, le soleil. Pourquoi noir alors? Nous y reviendrons. Avec la fin de ce premier quatrain, c'est aussi la fin de toute référence au tarot. Dans le deuxième quatrain, la nuit du tombeau étant une métaphore du désarroi du poète, on se demande à qui il s'adresse quand il dit « Toi qui m'as consolé ». Et on a la réponse au vers suivant. L'évocation du Posillipe et de la mer d'Italie renvoie à la nouvelle des filles du feu, Octavie, où le poète est prêt de se suicider en haut du Posillipe, mais avait rendez-vous avec une jeune Anglaise. Et manifestement, entre un suicide et un rendez-vous galant, le poète a fait son choix. Mais au-delà de cette nouvelle, où la jeune Anglaise se baigne dans la mer, c'est aussi une évocation de l'Antiquité, le tombeau du poète Virgile étant situé au sommet du Posillipe, à l'ouest de Naples. Je me mis à gravir le Posillipe au-dessus de la grotte. Je n'étais pas attristé le moins du monde. Je marchais à grands pas, je courais, je descendais les pentes, je me roulais dans l'herbe humide, mais dans mon cœur, il y avait l'idée de la mort. C'est en ce moment que je fus saisi de l'étourdissement dont j'ai parlé. La pensée du rendez-vous qui m'avait été donné par la jeune Anglaise m'arracha aux fatales idées que j'avais conçues. Je remontai à Portici et m'arrêtai pensif sous une treille en attendant mon inconnu. Soudain, on comprend que cette nuit du tombeau, plus qu'une métaphore de son malheur, c'est cette nuit qu'il a passée près du tombeau de Virgile, où il était prêt de se suicider, mais a été sauvé par une sorte de sainte, cet inconnu. Nerval, déjà à demi dans le rêve éveillé, implorant une Octavie absente de revenir pour le consoler, amalgame cette non-présence féminine avec la défunte Jenny Colomb, cette fleur qui plaisait tant à son cœur désolé. Il rêve de cet idéal amoureux où le pampre se mêle avec la rose, référence à la légende médiévale de Tristan et Iseult. Après la mort des deux amants, Cep et Rose sortent de leurs tombeaux respectifs pour s'enlacer à jamais. Nerval ne sait plus qui il est, ni même qui est son amoureuse. Est-elle Jenny, Octavie, Aurélia, ou même Iseult? Et lui, est-il Amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? En un seul vers, Nerval compte 4 histoires mettant en scène l'éternel tragique des relations amoureuses. Phébus, fils de Jupiter, poursuit Daphné inlassablement sans jamais pouvoir l'atteindre, celle-ci finissant par se transformer en laurier. Amour, également fils de Jupiter, aime Psyché, mais ils ne peuvent s'aimer que la nuit, et elle le perd en voulant le voir, malgré l'interdit. Lusignan épousa la fée Mélusine, qu'il perdit pour avoir rompu sa promesse. Il avait interdiction de voir sa femme le samedi, celle-ci transformant ce jour-là le bas de son corps en serpent. Biron, quant à lui, était un noble ayant trahi son ami Henri IV à cause d'une femme. Nerval s'estimait descendre de la noblesse périgourdine, et tant Biron que Lusignan étaient des nobles du Périgord. En faisant rimer reine et sirène, Nerval amalgame ces deux idéaux féminins, la sirène séductrice, écho de la fée Mélusine, et la reine, capable d'un amour noble. L'Achéron est le fleuve qui sépare le monde des vivants des enfers. Nerval est donc revenu 2 fois des enfers. Il parle là de ces 2 grosses crises nerveuses de 1841 et 1853 qui ont été très éprouvantes pour lui. Mais peut-être parle-t-il également de ces 2 idéaux féminins, la reine et la sirène, qu'il n'a pas su apprivoiser et qui l'ont chaque fois plongé en enfer. Orphée, le premier des poètes, est lui aussi allé chercher son amante aux enfers, et comme Nerval, l'a également perdu. Après Amour, Phébus, Lusignan, Biron et même Tristan, voilà Orphée. L'amour aurait-il donc une fin nécessairement tragique et inéluctable? L'excipit d'Aurélia nous le confirme. Je compare cette série d'épreuves que j'ai traversées à ce qui, pour les anciens,
représentait l'idée d'une descente aux enfers. On notera tout de même que le luth constellé du premier quatrain devient la lyre d'Orphée, comme si le poète avait réussi à se libérer de ce mauvais augure du premier quatrain pour retrouver les souvenirs des soupirs de la sainte et des cris de la fée, se mélangeant dans l'esprit de Nerval pour atteindre un idéal féminin poétique. Mais alors, qu'en est-il de ce mauvais augure du premier quatrain? C'est là qu'interviennent les lames du tarot que je dispose en croix. Tirage, somme toute, très courant. Nous commençons par la première carte qui correspond au contexte favorable et qui est le diable. La seconde, qui indique les oppositions, est la maison Dieu, la tour foudroyée, une des pires cartes du tarot. La troisième, l'évolution à court terme, c'est l'étoile. Enfin un peu de positif. La quatrième, c'est l'évolution à long terme, le soleil. Le poème aurait-il raison? Tendrait-on vers un idéal? La cinquième et dernière carte représente la solution. Comme elle n'est pas mentionnée dans le poème, il faut la compter. On additionne donc le diable 15, la maison Dieu 16, l'étoile 17 et le soleil 19, pour un total de 67. 6 plus 7 nous donne 13. La lame 13, c'est la mort. Voilà la solution. Ce poème s'appelait à l'origine le destin. Et Nerval s'est pendu quelques semaines après la publication finale de ce sonnet. Mais retirons une nouvelle fois les cartes, différemment cette fois. Nous avons donc la lame 15, la lame 16, la lame 17 et enfin le soleil, 19. On constate qu'il manque la lame 18. La lame 18, c'est la lune. Ce soleil noir qu'évoque Nerval, ce serait donc le soleil annulé par la lune. Il faut recommencer un nouveau tirage. Encore un tirage en croix, mais à 4 lames. La première carte représente l'interrogateur face à sa question. Sans surprise, c'est le diable. La deuxième carte aide l'interrogation. Et voilà une maison Dieu, toujours d'aussi mauvais augure. La troisième carte annonce les possibilités, le potentiel. Voir apparaître ici l'étoile nous rappelle ce poème qui, après un premier quatrain sombre, termine par une note presque positive sur un idéal féminin que Nerval voit justement comme sa seule étoile. Comme le soleil est annulé par la lune, il nous faut compter la quatrième carte. Le diable 15, la maison Dieu 16, l'étoile 17, pour un total de 48. 4 plus 8 nous donne 12. La lame 12, c'est le pendu. Ainsi, ce poème, au sens apparent de Eldestil Shadow, le chevalier déshérité qui retrouve à la fin sa grandeur, est en réalité le poème au sens caché qui s'appelait au départ, le destin. Si les cartes n'étaient pas de si mauvais augure, Nerval aurait pu sortir de ses angoisses et vivre son idéal amoureux. Mais les cartes, à travers le poème, en ont décidé autrement. Et Nerval s'est pendu au fond de la rue de la vieille lanterne.